Salut, c'est 101% et aujourd'hui un 101% où on rigole à fond la caisse puisqu'on va jouer à découvrir le film que Davy, il essaye de nous faire découvrir. Voilà, alors j'ai pas de titre mieux pour l'instant, mais je pense que je trouverai un truc mieux, genre découvre un film. Mais bon, alors aujourd'hui ça va être un film que j'aime beaucoup, qui a marqué mon enfance et même mon adolescence. C'est dire, je crois que je l'ai vu plus de 30 fois le film. Enfin bon, bref, c'est un très bon film. Mais on commence ce 101% avec des news, parce qu'il faut ça. Alors il y a une critique de jeu, il y a la Minute du Geek, et puis il y a Tokyo Café, parce qu'on est mercredi. Voilà. Et puis on se retrouvera après et puis hop, on joue. Hop. Le site américain GameSpot est au cœur d'une polémique depuis la fin de semaine dernière. Petit rappel des faits. Le 13 novembre dernier, le rédacteur en chef, Jeff Gerstmann, réalise une critique acerbe du titre édité par Eidos Interactive, Kane & Lynch. Point important de l'affaire, Eidos est à ce moment en partenariat avec GameSpot. Quelques jours plus tard, la critique est retirée du site et Jeff Gerstmann quitte son poste de rédacteur en chef. Le rapprochement est alors vite fait entre les différents événements. Mais ces suppositions sont évidemment à prendre avec des pincettes, car les tenants et aboutissants de l'histoire sont à ce jour encore inconnus. Après être sorti le 9 août dernier au Japon, Wild Arms XF ou Crossfire débarquera au printemps prochain aux États-Unis. Pour rappel, cet épisode est exclusif à la PSP et tranche avec les autres volets de la série au niveau de son gameplay. Il ne s'agit en effet plus d'un RPG classique mais d'un tactical. On attend maintenant une date pour l'Europe. Sorti il y a plusieurs mois sur PSP et PS3, Grip Shift, le jeu de course développé par Seed Interactive, va bénéficier d'une nouvelle version sur le Xbox Live Arcade cette fois-ci. Le joueur se verra proposer plus d'une centaine de circuits, des graphismes affinés par rapport aux deux autres moutures, ainsi qu'un mode deathmatch pour le multijoueur. A noter qu'en ligne, un système a été mis en place pour qu'un joueur ne rencontre que des adversaires de son niveau. Sortie prévue d'ici à la fin de l'année. Soul Calibur Legends s'écarte du concept original de la série qui proposait des combats classiques pour s'orienter vers un beat'em all. Évidemment, la Wii qui accueillera le titre le 13 décembre prochain au Japon n'est pas étrangère à ce changement. Le gameplay du jeu sera en effet adapté aux spécificités de la Wiimote pour pouvoir trancher du monstre grâce aux différentes armes des personnages. Companions and compatriots, I am Silos, Mender Silos if you prefer. I am founder and visionary of Ouroboros, a group dedicated to lifting this planet out of the abyss. In my time, over 1 million years in the future, humanity is no more. Pour terminer, voici une vidéo qui présente la 11e extension gratuite des MMORPG City of Heroes et City of Villains, intitulée Futur Imparfait. Grâce au système Ouroboros, les joueurs pourront désormais voyager dans le temps via des flashbacks pour revivre des événements du passé. Quelques autres nouveautés, comme 2 spécialisations de pouvoirs inédites, appelées Double Escrime et Ténacité, seront également de la partie. Lazarus, Tesseract, Twilight Sun, and myself in our own missions against the coming storm. Alors aujourd'hui, c'est la 2e journée des seniors chez Micromania. On est ici dans le magasin de la Défense et on a invité un certain nombre de personnes, hommes et femmes, de plus de 50 ans, qui ne connaissaient pas encore le jeu vidéo et leur donner l'opportunité de découvrir ce nouveau loisir à partager entre toutes les générations, petits-enfants, parents et grands-parents. Mais aujourd'hui, le jeu vidéo prend des formes tellement variées, il y a tellement de jeux différents que justement les grands-parents, les parents, tous peuvent trouver un jeu et une console qui leur convient. On voit naturellement des enfants qui nous amènent leur maman ou leur papa ou de plus en plus leur grand-mère et leur grand-père.
Et cette année, ce qu'il va y avoir de nouveau, c'est qu'au lieu que ça soit les grands-parents qui offrent des jeux vidéo aux enfants, ça va être l'inverse, ça va être le cadeau que les petits-enfants font à leurs grands-parents, le jeu vidéo. Alors, je crois que ce qu'il faut pour les seniors, c'est avant tout qu'il y ait du divertissement et que ça soit très facile d'accès. Il ne faut pas que la prise en main soit longue ou compliquée et donc intimidante. Si vous avez peur d'être ridicule avec une raquette de tennis, vous n'allez pas rentrer sur un cours. Jeux vidéo, c'est pareil. Si vous avez peur d'être ridicule avec une manette, vous n'allez pas vous y mettre. Ce qu'on veut faire là justement, c'est leur montrer qu'on leur met la manette dans la main et tout de suite ils jouent, tout de suite ils s'amusent. C'est vachement bien simulé, hein. C'est un bon simulateur. Hein. Tu vas aller en troisième, Oh là là, mais ça vient de sortir. Je vous conseille d'essayer le simulateur de voiture. Là. Oui. Vous allez voir. Au départ, vous vous installez, vous prenez pour un atroce, et après vous sortez, vous êtes le roi des couillons, parce que vous ne savez pas conduire. Je parle pour moi. Hein. C'est ce que vous avez préféré aujourd'hui oui, c'est un coup de foudre. J'ai trouvé extraordinaire ce jeu, extraordinaire. Voilà, c'était les news réalisées par Pierre-Alexandre. Et puis tout de suite, une critique de jeu, mais juste avant, l'énigme. Alors là, c'est une phrase tirée du film. Mais si Dieu nous avait fait comme ça, on se pisserait dans la gueule. Hein. La série des S-Combat est née en 1995 sur PlayStation. 8 épisodes plus tard, en comptant les versions portables, S-Combat franchit le cap de la next-gen et s'installe sur Xbox 360. Après être sorti en octobre aux US, puis en novembre au Japon, le dernier épisode de la série sort aujourd'hui en France. S-Combat 6, Fires of Liberation, nous plonge dans un conflit entre deux pays de fiction. La République d'Emeria se fait attaquer par les méchants Estovaquiens. Ces derniers sont quand même sacrément fourbes puisqu'ils commencent la guerre en attaquant sans prévenir la capitale d'Emeria, histoire de faire le plus de victimes civiles possible. Sympa les gars. Le joueur, lui, sera du côté des Émériens et se fera un plaisir de défendre son pays en dégommant le plus possible d'appareils ennemis. Les cinématiques entre les missions nous font suivre une histoire parallèle, celle d'une mère séparée de sa fille et obligée de fuir la capitale. Une idée sympa pour donner un peu de profondeur à cet univers en nous faisant partager le point de vue des malheureux civils. What a cruel twist of fate for me to see this. My pilot husband, who had left for work that day with the same loving look on his face as always. He had painted my name on his angel. S-Combat 6, comme vous le savez certainement, n'est pas du tout un simulateur de vol, mais un bon jeu d'arcade où le réalisme n'est pas vraiment prioritaire. Par exemple, en mode facile, on ne s'écrase même pas au sol, l'appareil se contente de rebondir. C'est dire. Les missions commencent la plupart du temps déjà en vol, épargnant ainsi aux joueurs les phases de décollage. Il est possible dans certaines missions de se poser pour se ravitailler, mais là encore, la procédure est simplifiée à l'extrême. Déjà, inutile de chercher la piste d'atterrissage, le jeu le fait pour vous. Il suffit de sortir de la zone de combat pour se retrouver comme par magie devant la piste. Ensuite, on n'est même pas obligé de se poser soi-même puisqu'on peut zapper cette phase en appuyant simplement sur un bouton. Ce sont deux exemples parmi d'autres témoignant de l'orientation du jeu. Mais ce n'est pas un défaut, car le côté arcade du jeu étant complètement assumé, comme toujours, le plaisir est immédiat. L'appareil se pilote très simplement avec le stick analogique. Les gâchettes droite et gauche servent pour accélérer ou ralentir, tandis que L et R permettent d'affiner sa trajectoire en jouant sur la direction horizontale. Enfin, les deux gâchettes simultanément donnent un coup de boost pour virer sec. C'est souvent comme ça qu'on se dégage lorsqu'on est verrouillé par un missile ennemi. Les combats sont super simples. Une flèche indique la direction du prochain ennemi à détruire. Le joueur n'est pas obligé de suivre et peut aussi aller détruire un autre ennemi s'il le préfère. Mais ça permet de toujours savoir où trouver quelque chose à dégommer et garantit une mission 100% action sans aucun temps mort. Les missions sont d'ailleurs plutôt longues, presque trop, et divisées en plusieurs parties. En général, quel que soit le but, protection, interception, cela se traduit dans les faits par la destruction totale de la flotte adverse. Petite option sympa, si on maintient le bouton appuyé en lançant un missile, la caméra suit le missile en question jusqu'à sa cible. Bon, évidemment, il faut le faire seulement si son appareil est en sécurité et en altitude,
car on a vite fait de s'écraser bêtement pendant qu'on observe son beau missile traverser les nuages. Escombat 6, c'est aussi une interaction un peu plus poussée avec ses alliés. Enfin, poussée, on peut en fait demander de l'aide de deux manières différentes. En appuyant sur la touche haut de la croix directionnelle en visant un ennemi, un allié viendra prêter main forte pour l'abattre. Mais en appuyant sur la touche bas, là, on appelle carrément la grande cavalerie et tous les potes enverront leurs missiles en même temps pour détruire tout ce qui se trouve devant. C'est un peu l'équivalent des super bombes dans les shoot 'em up si on veut. Enfin, comme toujours, chaque mission remplie égale des sous dans la poche, égale des nouveaux appareils ou des nouvelles armes à acheter. Alors là, on va prendre un peu de temps pour râler un peu, parce que des fois, voilà quoi. Il y a des moments où on se dit que la traduction a dû être faite par des gens qui n'ont pas joué une seconde au jeu, voire qui n'ont jamais touché un pad de leur vie. Déjà, il faut voir qu'en France, on a un problème de nomenclature. Par exemple, avec le mot replay, qui désigne un mode permettant de revoir une partie déjà jouée. Eh bien, quel que soit le jeu, aux US ou au Japon, le mot restera toujours replay. En France, alors qu'on pourrait laisser replay tout simplement, depuis la loi tout bon, on préfère traduire, et du coup, c'est un peu selon l'humeur du traducteur. Et comme souvent, il n'a jamais touché une manette de sa vie. Il ne sait pas trop quoi mettre. Alors tantôt c'est traduit revisionnage, tantôt reprise, voire parfois même reprise instantanée. Mais là, dans Escombat, ils ont fait fort, le replay est devenu la rediffusion. Super, mais le combo final, c'est quand même l'utilisation de l'infinitif, rediffuser ER. Là, ça n'a plus aucun sens, surtout qu'il ne s'agit pas d'un bouton à cliquer, mais d'une indication en haut de l'écran. Mais le plus drôle, c'est quand même ça, sauve, rediffuser. On suppose qu'à l'origine, c'était Save Replay, à se demander s'ils comprennent eux-mêmes ce qu'ils écrivent. Mais ce n'est pas tout. Le mot anglais section du didacticiel est traduit par portion. Alors que ça aurait dû être étape ou même section, tout simplement. La croix directionnelle s'appelle ici le bouton directionnel. On nous demande d'appuyer sur Start pour passer. Encore une fois, c'est une traduction malheureuse et imprécise. Enfin, on appréciera aussi les sous-titres fantaisistes qui n'arrivent pas au bon moment, ce qui est particulièrement crispant pendant les cinématiques. Tenez, pour bien comprendre, en bas c'est les sous-titres du jeu. Et en haut, c'est des sous-titres qu'on a posés nous, juste pour vous montrer ce que ça aurait dû être si c'était bien fait. But he crafted a giant suit of armor that convinced his enemies to surrender without a single fight. Afterwards, they found such warmth in his smile that they bowed down to him in humility. Anyway, that's how the story goes. His smiling face still touches the hearts of our people. Alors ok, les gens qui ne jouent pas vont nous dire qu'on pinaille et qu'après tout, on s'en fout parce que ce n'est qu'un jeu. Eh ben non, nous, on ne s'en fout pas. On aime vraiment les jeux et un jeu mal traduit, c'est un jeu sur lequel on bute sans cesse et dans lequel on a du mal à rentrer. On ne l'a pas encore dit, mais on le pense tous très fort. Qu'est-ce qu'il est beau ce Escombat! Bon, ok, comme toujours, dès qu'on s'approche du sol, les textures s'épaississent un peu, mais quand même. Là, ça nous fait mal de ne pas pouvoir diffuser en HD, parce que ces images ne rendent vraiment pas honneur au jeu. Il est d'ailleurs difficile de jouer sur un écran normal, car les indications à l'écran sont vraiment petites. Évidemment, en HD, ça passe nickel. Ensuite, pour le reste, c'est du Escombat solide et bien fait, avec de l'action non-stop, des missions vraiment longues, et même un mode online pour se friter jusqu'à 16 simultanément. Non, vous n'aurez pas droit à la rengaine habituelle du testeur de jeu qui pourrait vous dire ici « Rien de bien nouveau à l'horizon, mais la recette est toujours aussi efficace ». Il arrive qu'un jeu n'ait pas besoin d'innover derrière chaque pixel pour être réussi. Il lui suffit parfois de passer simplement en HD pour que l'expérience de jeu soit complètement renouvelée. Plein de gens confondent nerds, geek, no life, on ne sait pas qui est plus nerd, plus geek que l'autre, l'échelle des valeurs, etc. En plus, selon les États-Unis, selon la France, c'est pas la même chose. Alors, Monsieur Pirou, le professeur Pirou a décidé de tout mettre à plat dans la Minute du Geek spéciale Geeks, Nerds et No Life. On regarde ça, mais juste avant, l'énigme pour découvrir le film, si vous n'avez pas déjà découvert, moi j'aurais déjà découvert. Tu dis l'énigme, tu veux dire indice, c'est ça? Ah oui, indice. Mais c'est un peu une énigme en général. Oui. Je vais me faire cadrer là. Alors, l'indice. Une Range Rover, des impacts de balles,
un pack de balles. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Toute la journée, moi je joue aux jeux vidéo et toi tu me regardes, tu fais rien, t'es qu'un geek quoi. T'es un pauvre geek. C'est toi le geek. Non, moi je suis un nerd. Ah non, toi t'es un geek. Non. Et toi t'es dans Star Trek, t'es Forge, t'es le mec qui a des lunettes qui veulent rien dire, sauf que ça, c'est des volets quoi. Toi, dans Star Trek classique, tu serais Tchekhov et t'aurais une mèche démo gothique. Toi, dans Star Trek classique, tu serais les boules de poil de l'épisode qui a servi pour faire Deep Space Nine. Objection! C'est vrai qu'on a tendance à employer ces termes un peu à tort et à travers, hein, que ce soit geek, nerd ou no life, mais on a perdu de vue en quelque sorte leur sens premier, donc on va essayer de revenir aux origines du mythe. Alors qu'est-ce qu'un geek? Comme vous le savez, si vous regardez le générique de l'émission, hein, pour ceux d'entre vous qui savent lire, un geek, en fait, à la base, ça veut dire un crétin, un neuneu, un fada, vraiment dans le sens idiot du village. Et d'ailleurs, il y a bien des années, on trouvait aux États-Unis, dans les fêtes foraines, des spectacles de geeks, hein, où on montrait donc des gros neuneux arracher des têtes de poulet avec les dents, ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça des geeks, on appelle ça plutôt Ozzy Osbourne. Par la suite, le terme geek a été employé plutôt pour désigner, en fait, tous ces étudiants un peu lunetteux, qui souvent étudient passionnément les sciences, et qui sont maltraités par un autre type d'étudiants, à savoir les jocks, qui sont ces étudiants qui ont beaucoup plus de relations sexuelles et qui font partie de l'équipe de football américain de l'université. Et finalement, la passion appelant la passion en quelque sorte, le terme geek a été employé pour tout type de jeunes hommes, le plus souvent, un tant soit peu passionnés par un domaine, qu'il s'agisse de science-fiction, de bande dessinée, de séries télé, de cinéma, de jeux de rôle, ou tout ce que vous voulez, hein. C'est toujours là, le geek est passionné, c'est à ça qu'on le reconnaît. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que le terme est devenu nettement moins péjoratif et qu'il est employé maintenant de manière avec fierté par la communauté geek du monde entier. Alors qu'est-ce qu'un nerd à côté d'un geek? Le nerd est une sous-catégorie de geek, mais c'est en quelque sorte un geek en pire. C'est-à-dire que le nerd, souvent passionné d'une seule chose, c'est l'informatique, ne la partage avec personne, hein, à la différence du geek qui aime partager sa passion, même au point de faire chier monumentalement tout son entourage. Le nerd, lui, n'en parle pas, il s'enferme chez lui, il ne parle que sur des forums où il étale sa science. Bref, le nerd est quelqu'un, la plupart du temps, qui porte vite sur le système. Pour vous faire une idée, autant le geek va avoir chez lui des DVD de Star Trek, autant le nerd va avoir tous les DVD de Star Trek, ainsi que les livres sur la science de Star Trek, et en plus, il les aura lus. Ce qui nous amène à un cas un peu extrême de nerd, à savoir le no-life. Donc le no-life porte cette philosophie à son paroxysme. Il ne sort vraiment plus de chez lui, il n'a plus aucun contact en dehors de sa guilde World of Warcraft, et il passe toutes ses journées à faire des MMORPG et à flouder sur le forum de la chaîne. Mais dans certains cas extrêmes, chez des gens fragiles en fait, qui ont du mal à faire la part des choses et qui perdent un peu de vue le monde réel, le no-life peut être également quelque chose d'assez grave, une forme d'autisme en quelque sorte. C'est extrêmement rare, hein, mais ça existe aussi, donc on en parle. Donc voilà, vous avez bien retenu la différence entre, d'un côté, le geek, le nerd et le no-life. Et puis, il y a Régis Robert. Ouais, et Régis Robert, c'est mon prénom. Merci Régis. C'est comme chez moi là, et là c'est pas comme chez moi. Hé Jérôme, ça va? Ça va bien? Je le club des sacs, le club des sacs et Venice Beach. Le club des sacs sur Venice Beach, et là, ça va? Voilà, et puis maintenant il reste Tokyo Café, mais juste avant, non pas l'énigme, mais l'indice. Il est plus long que les autres, attention. J'ai fait une bouteille de faux dégueulis, et je suis allé au cinéma, et je suis allé sur la rambarde du dessus, et là, j'ai tout balancé le faux dégueulis dans la salle, en faisant un bruit dégueulasse. Oh, oh, et là, c'était horrible. Tout le monde s'est mis à se dégueuler les uns sur les autres dans la salle. Je commence à bien l'aimer, ce petit. Ah, c'est un autre personnage. C'est facile. Non?
Tokyo Café. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Yo, salut tout le monde! C'est Suzuka de Tokyo Café ということですね、今日はスイカという皆さんがもうノーライフのクリップで見慣れている素敵なバンドのライブを紹介いたします。 VTR スタート。ここで釈迦の猛攻撃。星々飛び出しベンチコット土台から入り乱れ騒ぐ様はまさにボタン返したオケハザード。ヒップホップをベーシックにしながら、サウンドはヒップホップなんですけど、その上に、ラップだけじゃなくてポエトリーリーディングを載せてみたっていう、もともとラッパーの2人もちょっとそういうラップよりちょっとポエトリー的なアプローチも入ってたりとか、なんかそのトトさんのポエトリーは逆にちょっとフローがあってラップっぽかったりするような、その言葉が結構面白く乗るっていう、だけどサウンドのベーシックはヒップホップっていう。響くビートへ向かってゆく道に迷ったら木のてっぺんからめちゃめちゃ嬉しいですよ。やっぱ日本のラップって多分アメリカのヒップホップ好きな人は絶対聞いてくれないと思うんですよ。アメリカは多分とてもヒップホップ盛んで、英語日本語なんかやってても何が分かるかっていう、外国では言葉ラップずっと10年ぐらいやってて、外国でラップっていうのは絶対無理だろうと思ってたんですけど、それがフランスで CD が本当ね、もうねたまらないですよ。アメリカで生まれたラップが世界中にガーッと飛び火して、いろんな場所でいろんな言葉でいろんなラップってあると思うんですけど、フランス語のラップ本当面白いし、多分今韓国とかいろんな国で本当面白いラップ、アホみたいに面白いラップ腐るほどある。リリックを全部起こしてくれるっていうことで、一番伝えたかった言葉っていうのがちゃんとフランス語で伝えられるっていうのはすごく感謝しています。ミクシチューな旗を振る風が越える風を越える夢とうつつハイネス空にピンホール折れる太陽透明の夢に色がつく笑い声。環境とか暮らし方が違う中でも絶対に共感してもらえる部分があると思うので、小さい子から大人の方までぜひ聞いてもらいたいと思っています。なんだろう、もっと自由になろうぜというメッセージが詩の中には込められてるわけじゃないんですけど、この音楽を聴いてもっと自由になろう、自由に表現しよう、自由に生きようというのを感じてくれればいいなと思います。みんなスイカのいいとこ分かったかな？じっとみんなまた来てね。船昆布レッドカフェ。Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et puis demain, il y a Benoît. Et puis vendredi, il y a n'importe qui. Voilà. Et puis, je vais pas partir comme ça. Un dernier indice, et là, c'est super facile. Hein. Attention, on se quitte là-dessus. Salut. Fais le bouffi bouffon. Non. Fais-le. Non. J'ai honte.
jours, encore 19 jours avant que le Père Noël ne laisse ses cadeaux par milliers sous le sapin. En attendant, nous retrouvons bébé Mario qui, dans Yoshi's Island sur Super Nintendo, portait un bonnet de Père Noël. Lorsque l'on se retrouvait en haut d'une montagne et qu'il fallait descendre à ski, bébé Mario mettait son petit bonnet pour ne pas attraper de rhume. C'est pas mignon ça? Et n'oubliez pas qu'en décembre, c'est tous les jours Noël sur No Life avec le Hidden Palace.